Bonjour, bienvenue avec cette toute nouvelle édition de Pour votre information. Et bien sûr, en plein mois de juin, on s'en va vers l'été. Et je pense qu'on est vraiment du bon côté. Avec Isabelle Falardeau qui viendra nous parler d'ailleurs de sable et de réflexion, de psychologie. Vous allez comprendre, elle qui est auteure d'un livre sur la question. Marc-Antoine Auger, Mélanie Rodriguez-Garon, qui sont deux jeunes entrepreneurs qui ont eu une idée de génie durant la pandémie. Il y a Monique Brodeur qui est de la Fondation pour l'alphabétisation et qui ont porté un sondage vraiment sur le niveau de littératie sur le territoire lavallois et à l'échelle aussi québécoise. Il y a Amanda aussi Bravo Mendoza qui viendra nous parler de l'entreprise lavalloise, soit Gogo Quinoa, qui ont développé un emballage 100% récupérable, véritablement vert. Nicolas Vincent-Poirier appose sa critique sur Top Gun Maverick, mais aussi sur le tout nouveau Jurassic Park, Jurassic World. Mais pour l'instant, François Véliquette vient nous parler de Taxi Collectif, lui qui est de la STL. Je vous souhaite une excellente émission. Il y a un nouveau taxi collectif qui, en tout cas, si vous êtes de Vimont jusqu'à Val-des-Braises, vous êtes dans ce secteur-là, c'est possible de l'emprunter. On vérifie le tout. Il est chef de développement des services planification et développement à la STL chez nous, en plein territoire lavallois. Monsieur François Véliquette, merci d'être avec nous. Bonjour, ça fait plaisir. Et justement, d'emblée comme ça, pourquoi ce trajet-là, ce projet-là a été mis sur pied? Parce que là, pour l'instant, c'est un projet pilote. Là. Exactement. En fait, c'est un projet pilote. En fait, c'est un projet particulier parce que c'est des commerçants en fait, qui nous ont approchés. On connaît le contexte actuellement. Là, on a beaucoup de problèmes de main-d'œuvre. Donc, les commerçants ont besoin d'aller chercher des nouveaux employés. L'idée, c'était un peu d'aller leur donner un service supplémentaire pour réussir à aller chercher une nouvelle clientèle là, qui est du côté de Vimont, puisque le lien entre les deux quartiers est un peu plus difficile. Donc, l'objectif, c'était un peu de pouvoir les appuyer, en fait, dans cette démarche-là. Ça peut peut-être favoriser aussi des gens, peut-être des consommateurs aussi, qui vont peut-être être attirés d'aller vers ces secteurs-là aussi. Bien, exactement. En fait, c'est une pierre deux coups qu'on fait en même temps. Là. On réussit à aller chercher, déplacer les employés, mais aussi, évidemment, les clients des centres d'achat peuvent aussi y aller. Et bon, ce projet-là qui a été mis sur pied le 5 mai dernier, donc ça fait quand même quelques semaines. Est-ce que vous avez déjà des résultats? Bon, je comprends que ça vient à peine d'être lancé, mais déjà, est-ce que vous avez des bons échos sur le terrain de ceux qui empruntent le tracé? Bien, effectivement, en fait, c'est un nouveau tracé. Là. Ça fait quelques semaines seulement qu'il est opéré. Donc, on a peu encore d'informations dessus, ça va venir. Mais on a des échos quand même qu'on a des utilisateurs qui l'utilisent. Donc, ça regarde bien pour l'instant. Donc, quel est le trajet, finalement? Parce que là, on pourrait emprunter plusieurs trajets pour faire de Vimont jusqu'à Val-des-Braises. Par où passe ce trajet-là? En fait, le trajet passe part du boulevard des Laurentides, du côté de Vimont. Prend le boulevard d'Agenais pour se rendre jusqu'au côté de la 19, là, donc il traverse l'autoroute 19 pour passer par le boulevard Robert-Bourassa, là, qui est le boulevard qui traverse le centre d'achat, le méga-centre. Parfait. Donc, puis ça se rend jusqu'au tour de l'avenue des Gouverneurs. Quand même. Donc, les principaux artères là, sont traversés pour favoriser de façon majoritaire qu'il y ait des gens là, qui puissent emprunter le tout. Taxi collectif, mais c'est quand même deux façons de pouvoir l'utiliser, je pense. Mais en fait, on a deux types de taxis collectifs. Ouais. On a des taxis collectifs réguliers, des taxis collectifs sur appel. Dans le cas du T48, là, c'est un taxi régulier, donc c'est des passages fréquents aux 30 minutes. Donc, pas besoin de réserver, juste simplement de se présenter à l'arrêt. Le taxi va passer au moment précis. Là, OK. Et bon, évidemment, on connaît le modèle de fonctionnement. C'est même coût, c'est quoi? Est-ce que pour l'utiliser, c'est, par exemple, si on est membre de la STL avec la carte Opus, là, c'est-tu la même façon? Exactement, c'est la même façon. En fait, il y a une petite particularité. Là. Il n'y a pas de paiement en monnaie. Par contre, ça prend une carte Opus pour pouvoir l'utiliser. Mais c'est exactement le même coût. Un titre un titre sur la carte Opus permet d'embarquer dans le taxi collectif. OK. Et ça, pour l'instant, c'est un projet pilote. Donc, vous l'avez dit, ça a été demandé par les commerçants de ces secteurs-là, de part et d'autre du territoire de la ville de Laval. Est-ce qu'on pourrait l'étendre à d'autres endroits si on voit que ça s'avère concluant, probant comme résultat et comme achalandage? Bien, en fait, oui, effectivement, c'est un projet pilote d'1 an. Donc, l'idée, c'est d'évaluer un peu l'achalandage
que ça peut générer ce nouveau taxi-là. Après ça, selon les résultats, on pourra prolonger le projet pilote. Assurément, c'est des modèles qu'on pourrait reproduire à d'autres endroits selon les besoins et les demandes qu'on a de notre côté. Oui. Bien, en tout cas, je trouve que c'est une belle incitation, surtout dans des temps où, justement, on vous l'avait dit, l'achat local, de même que la pénurie de main-d'œuvre, si ça peut contribuer à résoudre une partie de ces problèmes-là qui reviennent à outrance, ou du moins des sujets qui sont très souvent mentionnés dans l'actualité, on se range derrière ce genre d'initiative-là, c'est sûr. Et puis, toutes les informations sont possibles de les avoir sur les plateformes de la STL. Oui, exactement. Bien, le site web de la STL, toutes les informations sont dessus. Aussi, on a toutes les informations aussi aux arrêts. Là, on a vraiment mis de l'affichage pour permettre de bien connaître le service qui a été implanté. Je ne vais pas vous prendre au dépourvu, mais est-ce que pour les prochaines semaines, en prévision de l'été, est-ce que la STL, pour ses trajets de bus ou pour peut-être favoriser le tourisme sur le territoire lavallois, il y a des initiatives qui sont mises de l'avant en prévision de la saison estivale? En fait, on a notre ligne 360 là, qui va être réactivée dès cet été, là, à tous les jours, 7 jours sur 7. Donc, c'est une ligne qui permet qui est une ligne gratuite aussi, là, qui permet de faire la section du centre-ville de Laval. Là. Donc, à partir du métro Montmorency, on peut se rendre au Carrefour Laval, Centropolis. Donc, elle est réactivée 7 jours sur 7 pour l'été. Donc, c'est une ligne intéressante. Bien, parfait. Bien, on va retenir le tout. Monsieur François Valiquette, donc chef de développement des services planification développement à la STL. Merci énormément d'être venu faire connaître ce projet-là. Puis on espère que les gens seront massivement de la partie pour aller appuyer nos commerçants. Puis peut-être ceux qui se cherchent un emploi, qui n'ont peut-être pas de voiture. C'est une belle façon de pouvoir aussi se déplacer de part et d'autre du territoire lavallois, puis de découvrir nos beaux attraits également du territoire lavallois aussi. Merci à vous. Ça fait plaisir. Je suis très contente d'accueillir cette autrice dans nos studios, Mme Isabelle Falardeau, donc, qui en est à son 8e livre, Les 4 couleurs du sable. Elle est là pour nous le présenter. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Projet de pandémie? Oui, exactement. On ne pouvait pas voir personne, ni les petits-enfants, ni les amis. Puis ce livre-là, je l'avais dans la tête depuis une dizaine d'années. OK. Alors, j'étais tellement contente d'avoir du temps pour l'écrire enfin. Est-ce que votre passé, parce qu'il faut dire, vous êtes une conseillère d'orientation à la retraite, une psychologue à la retraite, est-ce que, justement, vos professions que vous avez eues ont un peu, disons, guidé cette création de ce livre-là? La gestation aussi pendant ces 10 dernières années, 10-15 dernières années? Oui, exactement, c'est ça. J'étais 30 ans psychologue, 17 ans conseillère d'orientation, et j'ai mis dans ce livre-là exactement le fruit de mon expertise en relation d'aide. Ce que je voulais faire avec ce livre-là, c'est aider les gens à mieux se connaître. Ça s'appelle le sous-titre « Explorer sa vie, une métaphore à la fois ». Ce que j'ai constaté au fil des rencontres avec les milliers de personnes que j'ai vues, c'est que les gens ne se connaissent pas ou réalisent pas à quel point ils sont uniques. Comme un petit grain de sable sur la plage qui est différent des milliards d'autres grains de sable. On ne voit pas le potentiel qu'ils ont, peut-être. C'est ça. Ils se trouvent souvent comme drabes ou j'ai rien à offrir, je sais pas, j'ai pas confiance en moi. Puis ce livre-là, je voulais que les gens puissent réaliser à quel point ils sont justement différents des autres, qu'ils ont une histoire différente, des valeurs, des forces, des défis aussi différents de tout le monde. Et on dit parfois, ou il y a une pensée aussi, mais moi j'y crois à ça, que souvent quand un créateur arrive avec son œuvre, peu importe lequel il est, dans un moment précis et qu'il réussit à atteindre des gens, c'est parce qu'il arrive au bon moment aussi. Oui. Et justement, dans un moment où les gens se sont beaucoup questionnés aussi, dans une fenêtre d'espace-temps très courte, les 2 dernières années, les gens ont beaucoup réfléchi. Il y en a qui se sont réorientés, qui ont quitté leur métier. Donc, j'imagine que ça aussi, c'est pas banal dans le fait que ce soit abouti ces jours-ci, votre livre. C'est ça. Je pense que la pandémie a offert une occasion de redéfinir ses valeurs complètement. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est ça ma vie? Que j'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, je veux dire, on se pose tout le temps des questions. Est-ce que je suis à la bonne place avec les bonnes personnes? Est-ce que je prends les bonnes décisions? Parce que mieux se connaître, ça permet justement ça. Exact. Si je me connais mieux, je peux prendre de meilleures décisions, je peux être avec des meilleures personnes pour moi, pas traîner des amitiés... Faire du ménage.
Enlever le sable, le mauvais sable, là. Exactement. Le cas, j'ai un chapitre, c'est le sable sur le plancher, là. Ouais. Exactement. Donc, c'est ça. Mon livre est bâti au niveau des métaphores, toutes des images de sable. Est-ce que je traverse une période où je suis dans des sables mouvants? Est-ce que je me mets la tête dans le sable? Est-ce que dans mon carré de sable, personnel ou professionnel, les gens viennent piétiner tout ça? Ouais. Puis vous avez des cartes Oui. qui sont devant. On peut peut-être les montrer à l'écran si vous voulez. C'est ça, les cartes viennent avec le livre parce que quand on a le livre, ils sont dans le rabat. Alors, on peut les découper quand on ouvre le livre, là, le rabat. Alors, toutes les petites cartes ici sont... Il y en a autant de cartes que au niveau des chapitres. Ouais. Alors, chaque carte, il y a des questions. Parce que mon livre pose plein de questions. Et puis, pour les gens qui veulent échanger avec d'autres personnes, parce que la pandémie a fait qu'on a des fois coupé les ponts où on n'a pas vu beaucoup de gens, ces petites cartes-là permettent de poser des questions à l'autre. Ça ouvre le dialogue. Oui. Le jet de sable. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on fait un test? On pourrait y aller. Puis, je me permets juste une parenthèse. Oui. Je vois qu'elles ont des couleurs différentes. C'est ça. Oui. Il y a 4 couleurs. Le titre du livre, Les 4 couleurs du sable. Exact. Donc, il y a le sable vert qui parle de mes souvenirs, mes projets. Le sable rouge qui parle de ma santé physique et mentale. Et le sable noir qui parle plus de mes défis, mes obstacles. Le sable blanc, bien, c'est plus trouver ma place dans le monde. Alors, chaque couleur, on peut décider de piger une carte au hasard, OK. selon la couleur, ou on peut choisir, tiens, tout le monde, on va répondre. Un souper de filles, par exemple. Exact. Ben oui, certainement. En Puis, famille. En couple. En couple. Ça pourrait justement. peut-être ouvrir des dialogues ou des choses qu'on n'a Oui. peut-être pas ouvert très souvent. Oui. Hein? En couple, là, il y en a un qui est bon ici, c'est au Allez-y donc. niveau l'hirondelle des sables. Soigner son nid. OK. Je vous écoute, on va se prêter au jeu, tiens. Avez-vous tendance à négliger l'entretien de la maison ou vous êtes plutôt du type obsessionnel du ménage? Ah non, je néglige certains aspects. Oui. Pas toutes, mais certains aspects. Je dois avouer que la vaisselle, je néglige des ouais. fois quelques jours de faire la Quelques vaisselle. jours. Ah, Ouais. bon. Ouais. C'est ça. Donc, c'est des questions comme ça qui parlent de... Ça, c'est la relation avec mon habitation. Est-ce que la maison que j'occupe ou le logement que j'occupe, est-ce que ça correspond à ce que je suis? Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour améliorer mon environnement? Donc, ça va aller de la relation au temps. Est-ce que je vis plus dans le passé, le présent ou l'avenir? Le futur, oui. C'est ça. Donc, la relation avec l'environnement. Il y a quand même une touche d'humour aussi. C'est pas toujours d'être dans le côté plus, disons, introspectif ou, tu sais, il y a vraiment une touche aussi de légèreté que vous avez voulu instaurer dans ce livre-là. Exactement. C'est pas un livre de développement personnel qui est lourd. Je voulais pas ça du tout. Je voulais quelque chose qui était instructif, mais aussi ludique en même temps. Puis aussi poétique, parce que j'ai mis... Chaque chapitre a des belles citations. Si vous permettez, allez-y, on va s'offrir ça, on va se permettre ça certainement. Une de mes préférées. Alors, le chapitre sur les dunes de sable, qui sont mes rêves à l'horizon, on s'assoit sur une dune de sable. J'ai choisi une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors, j'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et cependant, quelque chose rayonne en silence. C'est même la philosophie de mon livre. C'est de s'asseoir, de prendre le temps, de penser à soi, de voir c'est quoi mes rêves, c'est quoi mon passé. C'est de s'asseoir sur sa dune de sable puis réfléchir à sa vie. Ouais. Vous savez, les gens qui viennent voir un psychologue ou un conseiller d'orientation, ils passent 1 heure complètement pour eux. Ils se disent, bien là, je suis là, puis la personne va m'écouter, puis je parle pour moi. Puis ce livre-là, c'est ça. C'est passer du temps avec soi et aussi passer du temps avec les gens que j'aime, avec les gens que je veux redécouvrir ou mieux connaître. C'est vraiment un voyage à l'intérieur de soi, mais comme vous disiez, de façon agréable. Et ludique. Tout à fait. C'est ça. Mais moi, j'incite vraiment les gens, j'aime beaucoup votre façon de présenter les choses. Puis je ne peux pas passer à côté de votre bagage que vous avez accumulé à travers les dernières années pour vous poser cette question-là, parce que vous avez été, autant pour conseiller les gens dans des directions à prendre pour leur métier, autant en psychologie, parce que, on le disait, vous êtes une psychologue à la retraite. Ce que vous constatez présentement, le portrait des 2 dernières années, avec nos jeunes, par exemple, envers même toute la société anxiogène. Est-ce que vous croyez que ça aura des conséquences pendant très longtemps sur notre façon de vivre, sur notre façon d'interagir avec les autres, mais pas seulement sur les médias sociaux, mais aussi dans
dans comme ça, une rencontre humaine aussi comme on le fait présentement? Je dirais que pour la majorité des gens, probablement que les gens peuvent être assez résilients pour repartir la machine, je dirais les habiletés sociales et tout ça. Pour un certain pourcentage, des gens qui sont un petit peu ce qu'on appelle phobiques sociales, là, qui ont un peu une peur des gens, le fait d'être resté cloîtré chez soi, confiné, là, ça a vraiment renforcé cette espèce de peur d'aller vers l'autre. On n'a pas développé d'habiletés sociales. Donc, pour certains jeunes, je pense qu'ils peuvent avoir des répercussions qui peuvent être sur plusieurs années. Parce que c'est un apprentissage qui ne s'est pas fait pendant 2 ans. Et puis, c'est un renforcement que tout seul, chez nous, je suis donc bien, puis il n'y a pas de crainte, il n'y a pas d'anxiété, puis je cherche cet état-là. Ouais. Donc, oui. Mais il y a un outil. Il y a un outil qui peut nous aider justement en entrant peut-être en contact avec les autres. On l'a dit, ça initie les dialogues et aussi des réflexions à se questionner. Votre livre, Les 4 couleurs du sable, disponible partout, j'imagine? Oui. Partout. Et sur le site de Septembre Éditeur, qui est un éditeur qui a fait un très beau travail avec les images, les dessins. C'est vraiment... je suis tellement contente du résultat. Madame Isabelle Falardeau, merci d'être passée, nous présenter votre livre. Merci. À bientôt pour un autre livre, je vous invite. Exactement. Je travaille la suite. Les 4 saisons du vent. On vous se invite dévoiler une métaphore à la fois. On vous invite la saison prochaine avec Parfait, plaisir. Merci à vous. D'accord, merci. Je suis très content de vous faire découvrir une entreprise ici qui est née en territoire lavallois. D'ailleurs, une lavalloise, une jeune lavalloise, Mélanie, donc Rodriguez-Garon, accompagnée de Marc-Antoine Auger, qui sont cofondateurs de l'entreprise Mio Corpo. Voilà, je l'ai bien dit. Bonjour. Tu l'as bien dit. Bonjour. Hey, d'ailleurs, c'est un jeu de mots. C'est pour signifier quoi, ce nom d'entreprise-là? Mio pour muscle, puis corpo pour corporatif et aussi pour corps. Le corps, OK. Donc, on a voulu faire un peu un 2 en 1 finalement là, Exact. à travers ça. Et pourquoi d'ailleurs ce service, on l'a vu sur les images et on va le voir dans les prochaines secondes aussi, mais vous vous déplacez en entreprise et vous offrez donc des services d'ostéopathie, de traitement du corps, c'est bien ça? On offre des services d'ostéopathie en entreprise. OK. Et d'où c'est venu cette idée-là? Oui, donc en fait, cette idée-là, c'est arrivé surtout parce que Mélanie et moi, on travaille en clinique ensemble. Et finalement, on s'est rendu compte que très souvent, les gens ont tendance à trop attendre avant de se retrouver en clinique chez nous. C'est finalement des histoires où on a une douleur au bras pendant quelques semaines, quelques mois. Finalement, les gens vont attendre à plus être capable de lever le bras pour finalement venir nous voir en clinique. Donc nous, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait couper court ce délai-là, puis dans le fond, rendre le service le plus accessible possible, puis rendre, dans le fond, la tâche tellement facile aux gens que ça devient un peu un no-brainer de venir nous voir, finalement. Puis avec le retour des gens au travail, parce que là, on était longtemps au télétravail aussi. Est-ce que vous avez vu d'ailleurs, depuis, parce que ça fait environ 1 an que votre entreprise existe, là, donc ce service-là existe, est-ce que vous avez peut-être vu, parce qu'à la maison, c'était pas adapté là, l'ergonomie était vraiment pas adaptée, on travaillait dans une salle de bureau, la chaise était tout croche, l'enfant qu'on devait gérer en arrière, se pencher, le chien qui venait nous gosser, on va se le dire en bon québécois, là. Est-ce que vous avez d'ailleurs remarqué une recrudescence de gens qui ont eu des besoins de traitement? J'ai jamais vu autant de gens qui avaient des douleurs à cause de leur mauvaise position à la maison. Une table pas adaptée, une chaise trop basse, trop haute, travailler sur la table de cuisine. On a vu vraiment beaucoup, puis ça a l'air de rien, mais ça crée tellement des douleurs récurrentes, puis difficiles à traiter aussi, parce que les gens n'ont pas une bonne posture ergonomique. Oui, mais tu vois, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de similarités dans les raisons de consultation aussi. OK. Les gens venaient nous voir beaucoup plus pour des problèmes similaires, des lombalgies, des douleurs au bas du dos, ce genre de choses-là, des douleurs au bassin. C'est des choses... Toutes ces petites choses-là qui peuvent être associées justement à la mauvaise position au travail, on les a vues surreprésentées pendant ces années-là. Ça commence à se calmer maintenant, honnêtement, mais on l'a vu énormément. Un certain pattern, une certaine répétition de problèmes. Puis les gens, justement, jusqu'à ce qu'ils réussissent à trouver une certaine ergonomie à la maison, pour réussir à le gérer, il y avait quand même une certaine récurrence aussi de ces problèmes-là. Ouais. C'est normal. Et donc là, par exemple, il y a un employeur qui actuellement est à l'écoute de cette entrevue-là, de notre conversation. Ouais. Il voit le tout, il est intéressé. Comment ça fonctionne finalement là, pour qu'il puisse avoir vos services? Là? Oui, donc dans le fond, c'est ça. On fonctionne beaucoup par courriel initialement. Puis nous, ce qu'on aime faire, en fait, comme méthode, Mélanie et moi, c'est qu'on est des gens, forcément, avec ce qu'on fait dans la vie, qui aiment le monde. On aime les gens.
Donc, on a beaucoup tendance à se déplacer sur les lieux, donc venir faire une rencontre avec soit l'entrepreneur ou avec les dirigeants de l'entreprise. Donc, on se déplace sur place, on vient rencontrer les employés, voir l'environnement de travail. Puis à partir leurs de là, besoins aussi. Exactement. Puis à partir de là, on vient s'installer, puis on gère comment est-ce qu'on s'installe, comment est-ce qu'on fonctionne. Donc, on fait beaucoup un service qui est sur mesure, finalement, à cause de ça. Est-ce que vous pouvez même, disons, conseiller aussi quand vous dites on regarde un peu comment ils fonctionnent à l'intérieur, comment sont installés? Est-ce qu'on peut même faire quelques conseils pour améliorer l'ergonomie, puis aider un peu les gens aussi à prévenir là, ces futurs maux de dos ou autres? Là? Oui, exactement. Ouais. C'est sûr que le background qu'on a les deux comme entraîneurs, ça nous facilite vraiment l'accès de regarder les gens, de regarder leur posture, puis les conseils au niveau des exercices d'entraînement, au niveau de l'ergonomie aussi de leur poste de travail. Fait que oui, on a des connaissances pour ça aussi. Puis donc, en même temps aussi, pour qu'ils puissent continuer à peut-être faire certains mouvements, certaines activités pour pouvoir prévenir des maux futurs là, aussi à la maison. Oui. Là. Oui. Pas juste lorsque vous êtes de passage. Là. Pas du tout. Exact. Donc, il y a un début aussi, c'est non seulement de venir éteindre le feu qui est là présentement, donc régler les problématiques, mais aussi justement de conscientiser sur ce qui les a causés à la base. Puis après, oui, effectivement, on peut donner des exercices, on peut prescrire certains mouvements pour venir aider à ouvrir, à régler les problèmes, à entretenir, dans le fond, le bien-être par après. Là. OK, ça, c'est intéressant quand même. Il y a une valeur ajoutée aussi de faire appel à vos services qui se poursuit à la suite d'avoir eu donc, recours à votre service. Puis parlons-en des services, parce que, bon, on parle de celui-là qui est mobile, qui se rend chez les gens, dans les entreprises, mais il y a d'autres aussi déclinaisons de ce que vous offrez, parce que vous avez des cliniques, donc, Montréal, Laval aussi. Est-ce que c'est à peu près le même genre de service que vous offrez, mais cette fois-là en clinique, ou ça va un petit peu plus loin? En clinique, on a des services d'ostéopathie, de massothérapie, du médico-esthétique aussi. Puis en entreprise, il y a 2 volets. Soit en entreprise qu'on le fait, si les entreprises ont un bureau, on peut traiter dans le bureau, ou sinon on a aménagé une vanne mobile où on peut le faire dans la vanne aussi. Puis on est en train de développer le côté événementiel aussi. OK. Événementiel, donc, ça pourrait quoi se faire dans un événement sportif, par exemple un marathon? Ou, exactement. On se déplace avec notre vanne, puis on traite les gens dans la vanne dans un événement. Oui, c'est l'avantage d'avoir le camion, c'est que finalement, peu importe où on est capable de se déplacer puis d'offrir des conditions qui sont acceptables pour un traitement un peu n'importe où. OK, c'est quand même, donc, service clé en main, ni plus ni moins. Exact. C'est l'objectif. L'objectif. Bien, merci énormément d'être venu nous en parler. Vraiment une belle découverte de la part de 2 jeunes entrepreneurs comme ça, qui ont eu une idée comme ça et aussi spontanée pour répondre à un besoin, de ce que je comprends, vous l'avez dit. Oui, besoin il y a. Besoin il y a grandement. Alors, bravo pour cette initiative. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Il y a la Fondation pour l'alphabétisation qui a dévoilé tout récemment donc, les résultats d'une étude qui nous a dévoilé quand même qu'au Québec, et on peut le dire à l'échelle nationale du Québec, comparativement à d'autres provinces, on est encore en recul en termes de littératie. Et pour nous en parler, elle est orthopédagogue, elle est aussi enseignante, professeure à l'UQAM en adaptation scolaire. J'ai le plaisir d'accueillir Mme Monique Brodeur. Bonjour, Mme Brodeur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, évidemment, dans un premier temps, pourquoi cette étude a été menée là, par la Fondation pour l'alphabétisation? La Fondation pour l'alphabétisation est un organisme à but non lucratif qui a comme mission de faire en sorte que le Québec soit une société hautement alphabétisée. Parce qu'on sait que le niveau de compétence en littératie est intimement lié à la qualité de vie des personnes puis à leur participation à la société. Donc, c'est important qu'ils aient des informations pour documenter justement à la fois l'alphabétisation puis aussi les problèmes d'analphabétisme. Puis on disposait de données qui étaient très, très agrégées, donc pour le Québec en entier ou le Canada. Donc, la Fondation souhaitait avoir un portrait plus régional, justement, des niveaux de compétences en littératie parce que, ayant une connaissance plus fine, ça permet justement de pouvoir trouver des solutions plus adaptées, plus efficaces. Oui, et peut-être plus rapide pour essayer d'enrayer plus concrètement et rapidement ce problème-là. Puis ce que je remarquais dans les chiffres qui ont été énoncés, si on le fait à l'échelle canadienne, premièrement, avant de l'établir de façon plus régionale ensuite, puis de le rapporter en territoire lavallois, mais on se rend compte encore à quel point le Québec est en retard avec, par exemple, la province voisine, l'Ontario. On l'explique comment, ça, par les résultats puis par vos connaissances que vous avez?
Effectivement, il y a une personne sur 2 au Québec qui a des faibles compétences en littératie, ce qui est très problématique. Parmi les différences, les causes qui expliquent peut-être justement ces différences entre l'Ontario puis le Québec, il y a des causes notamment qui sont liées au revenu comme tel. Le revenu des Ontariens est supérieur à celui du Québec en général. Également aussi la particularité de la langue. La langue française est une langue qui est plus complexe au niveau de l'écrit que la langue anglaise. Donc, ça peut être un facteur aussi qui peut expliquer en partie pourquoi il y a des difficultés. Ensuite, historiquement, les anglophones, y compris au Québec, ont toujours été plus scolarisés que les francophones du Québec. Ah oui. Puis en Ontario également. On sait qu'en Ontario, par exemple, ça fait plusieurs années qu'ils ont commencé la maternelle à 4 ans, qu'ils ont aussi l'école obligatoire jusqu'à 18 ans. Nous, la maternelle 4 ans est relativement récente, puis l'école est obligatoire seulement jusqu'à 16 ans. 16 ans, oui. Exactement. Donc, ça aussi peut contribuer à expliquer là, la disparité entre le Québec et l'Ontario. Est-ce que, je pose la question comme ça, là, parce qu'on l'entend parfois dans les discussions populaires, là, pour expliquer peut-être le retard, là, justement, quand il arrive ce genre de chiffres ou de sondage qui est mené par tout organisme. On nous dit parfois que le système scolaire au Québec et les programmes scolaires, la réforme, le système est lourd. Est-ce que ça peut être des explications ou au contraire, on est aussi, on a des programmes, des écoles qui sont aussi compétitives que les Ontariens, par exemple? Bien, je dois vous dire que il y a quand même des très belles choses qui se passent au Québec. Puis il y a eu de très beaux progrès de fait au Québec. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous êtes bien jeune encore, mais peut-être vos parents ou grands-parents. Avant les années 60, avant le fameux rapport parent, il y a moins d'un Québécois sur 2 qui complétait sa 7e année du primaire. Donc, c'était vraiment pas beaucoup. Donc, avec le rapport parent, les travaux, justement, de Paul Gérin-Lajoie, les travaux aussi de Guy Rocher, bien, maintenant, les Québécois vont à l'école beaucoup plus longtemps, puis dans plusieurs milieux aussi socio-économiques. Donc, ça, c'est un progrès extraordinaire. C'est certain, par ailleurs, qu'il reste un groupe de jeunes pour qui c'est plus difficile à l'école. Puis, c'est important à ce moment-là qu'on recourt aux meilleures pratiques pour arriver à les aider. Puis, il y a différentes mesures qui pourraient effectivement aider le milieu scolaire à pouvoir mieux aider ces enfants-là. Ouais. On parle toujours des garçons qui sont les plus... qui décrochent le plus et qui ont moins de diplômes de secondaire 5, par exemple. C'est toujours les garçons. Oui, il y a effectivement un défi additionnel pour les garçons, bien que pour certaines filles aussi, il y a des difficultés là, qui soient présentes. Mais ça, l'école doit pouvoir bouger dès la maternelle, puis ensuite poursuivre au primaire, au secondaire pour créer les meilleures conditions possibles pour favoriser la réussite scolaire et la réussite éducative là, de ces jeunes-là. Ouais. Et là, amenons-le chez nous, sur le territoire lavallois, parce que on remarque que quand même Laval n'est pas, j'aime pas ça dire ça, mais n'est pas la pire région ou n'est pas le pire endroit, parce qu'il y a des endroits qui sont pires au Québec, je vais l'énumérer comme ça, là. Mais quand même, il y a des endroits qui sont problématiques sur le territoire lavallois, notamment, on dit le quartier Centre-Nord. On l'explique comment dans le quartier Centre-Nord? Pourquoi précisément que c'est une situation... je ne saurais pas répondre à votre question. Possiblement que ça serait intéressant, justement, que... les Lavallois, en tout cas, ou leurs représentants, tant au niveau là, du milieu municipal que scolaire, puis quand je parle du milieu scolaire, là, c'est vraiment à tous les ordres d'enseignement, là, y compris au niveau collégial, puis voire universitaire également, qu'il y a une analyse fine de fait pour voir justement quels sont les facteurs qui expliquent cette difficulté-là, puis de voir ensuite de façon ciblée comment faire en sorte qu'on puisse aider de façon plus particulière ce quartier-là là, de Laval, parce qu'effectivement, pour le restant de Laval, les données sont vraiment très, très encourageantes. Oui, bien c'est ce que je remarquais. Et en même temps, on s'en réjouit effectivement que la ville, le territoire lavallois se porte bien, quand même relativement bien, mis à part, comme on le disait, le quartier Centre-Nord, mais peut-être qu'effectivement, les gens du domaine de l'éducation du territoire lavallois vont sûrement capter cette conversation, puis on pourra peut-être faire suite justement à notre conversation. Mais on parlait tantôt, puis je reviens un petit peu sur le début de notre conversation, Mme Brodeur, sur
entre autres. Donc, notamment les garçons, il y a des situations problématiques en termes de littératie notamment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelles sont les solutions pour garder plus longtemps nos jeunes à l'école, les garder motivés également? Et donc, peut-être de passer à différents paliers supérieurs comme le cégep, l'université ultimement, pour augmenter le pourcentage de jeunes qui réussissent. Vous allez deviner que régler une problématique comme celle-là, ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Non, c'est sûr. C'est très encourageant par ailleurs. Il y a des collègues universitaires qui s'intéressent à ces questions-là depuis plusieurs années, qui ont développé une expertise leur permettant justement de cibler les actions qui sont les plus porteuses. À cet égard-là, je vous encouragerais éventuellement à inviter certains de ces collègues à vous rencontrer, puis qui pourront vous expliquer de façon scientifique, puis avec une bonne mise en contexte pratique, comment aider plus spécifiquement les garçons. OK. Bien, les garçons, mais en même temps, aussi, si maintenant je la pose plus largement, vous êtes, je le rappelle quand même, orthopédagogue, vous êtes professeur en adaptation scolaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire globalement au système d'éducation québécois pour le rendre plus attractif, je veux dire comme ça, mais aussi, donc, permettre à nos jeunes de se déployer, de s'épanouir à l'école et de les garder plus longtemps à l'école, justement? Bien, je vous dirais que la réussite de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, c'est assurément une cible de choix parce qu'on sait que c'est une compétence qui est transversale. Puis, être capable de lire, c'est être capable de lire au niveau de la matière du français, mais aussi des autres matières. Souvent, les difficultés en mathématiques sont expliquées en bonne partie par une difficulté plutôt à comprendre les problèmes en mathématiques. Donc, ce qui est assurément fondamental, c'est de faire en sorte que le programme de formation de l'École québécoise, par rapport à l'enseignement de la lecture et de l'écriture, reprenne ce qui est identifié au niveau scientifique comme étant le plus probant. Parce que toutes les approches ne se valent pas. Puis apprendre à lire puis à écrire, c'est pas comme apprendre à parler. C'est pas parce qu'un jeune est dans un univers où il y a plein de livres, s'il n'y a pas une intervention de l'adulte, l'enfant n'apprendra pas par lui-même à lire. C'est pas comme d'apprendre à parler en écoutant des modèles. Donc, dès la maternelle, à 4 ans, à 5 ans, le nouveau programme Cycle de l'éducation préscolaire propose justement un curriculum qui est favorable à la réussite de l'apprentissage de la lecture puis de l'écriture. Ensuite de ça, de revoir le programme de formation de l'École québécoise pour le primaire et le secondaire. Ça serait une avenue aussi là, assez importante. Puis, de façon corollaire, la formation des enseignants et des orthopédagogues doit aussi prendre en compte ces travaux scientifiques qui montrent qu'il y a certaines approches pédagogiques qui sont plus gagnantes que d'autres selon les objets qu'on étudie là, au niveau de la lecture et de l'écriture. Puis, c'est important que le ministère de l'Éducation exerce un fort leadership, que ce soit par rapport au programme, aussi par rapport au développement de ressources numériques pour soutenir l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Parce que c'est pas encore tous les jeunes qui ont Internet, par exemple, à la maison, qui ont les appareils aussi adéquats pour peut-être poursuivre leur apprentissage là, aussi. Là. Mais c'est certain qu'avec la pandémie, on a vu l'importance des nouvelles technologies, puis ça ne pourra jamais remplacer un enseignant. Un enseignant, c'est un enseignant, oui. Sauf que c'est comme dans d'autres domaines, d'avoir des ressources bien dessinées, bien conçues, démontrées efficaces. C'est certain que c'est un fichu de bon coup de main là, pour soutenir l'enseignement-apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et est-ce que vous avez, parce que vous avez évoqué entre autres la maternelle 4 ans, ça a été quand même instauré par le gouvernement de la CAQ là, de façon dans les dernières années, donc ça fait quand même quelques années à peine. Et est-ce qu'on a vu des gains en peu de temps? Est-ce que vous croyez que sur le long terme, si nos jeunes vont plus rapidement à l'école avec le maternelle 4 ans, on pourra avoir un gain sur leur apprentissage plus rapidement? En fait, c'est le Parti québécois qui a créé la maternelle 4 ans temps plein en milieu défavorisé. Oui. Ensuite de ça, le Parti libéral a poursuivi l'implantation des maternelles 4 ans temps plein en milieu défavorisé. Puis, la CAQ a non seulement poursuivi ces travaux-là, mais en plus, c'est qu'elle l'a rendu universel, c'est-à-dire accessible à tous les enfants pour éviter vraisemblablement là, une stigmatisation des enfants de milieux défavorisés. Les études, jusqu'à maintenant, n'ont pas permis de voir de résultats parce que, de façon assez claire, c'est tout les enseignants, il y a un nouveau programme. Ce nouveau programme-là va viser le développement global comme avant, mais en plus, s'ajoute un volet prévention
qui était un objet de grand consensus sur l'ensemble de la population, au niveau de l'ensemble des acteurs du milieu de l'éducation, puis qui est soutenu aussi par l'ensemble des ordres professionnels concernant l'éducation et d'autres organismes. Maintenant, la formation sur la prévention n'a pas été encore donnée aux enseignantes, donc il faut attendre qu'elles soient formées pour intégrer cet aspect-là de façon optimale. Puis, je soulignais le travail exceptionnel de la Commission scolaire de Laval autrefois, puis du Centre de services scolaires de Laval maintenant, pour ses travaux en prévention, en collaboration notamment avec des chercheurs de l'UQAM et de l'Université de Montréal. Puis, on peut donc penser qu'avec justement une mise en œuvre correcte du programme, grâce à une formation adéquate, on pourra effectivement voir des changements positifs là, dans les prochaines années. Bien, merci de m'avoir corrigé. Effectivement, c'était le Parti québécois, mais bon, la CAQ qui l'a effectivement donc étendu universellement. Exactement. Je veux quand même aussi qu'on prenne le temps de parler de la profession d'enseignant, parce que vous en êtes une en plus. Et dans la réussite vous l'avez dit, dans la réussite de nos jeunes, ça fait partie intégrante de la réussite à l'école. Moi, j'ai encore en tête mon professeur d'histoire, Jean-Pierre Frigon, salutations. J'en ai d'autres que je pourrais mentionner, mais qui m'ont tellement motivés, ont été là pour nous épauler, nous appuyer, nous écouter aussi quand on avait des problèmes en tant qu'ado. Pour vrai, il y a un petit côté psychologique à un professeur. Il ne faut pas le négliger, surtout un jeune adolescent qui se forge une identité comme je le soulignais dans les dernières secondes. Est-ce qu'on valorise assez le rôle d'enseignant? Parce qu'on manque d'enseignants présentement. Je pense j'ai ma belle-sœur aussi, je l'ai gardée, je vais encore avec une tranche de vie rapidement, mais c'est que ma belle-sœur est enseignante et elle est au primaire. Puis je voyais ce qu'elle fait comme travail colossal et je trouve qu'il n'y a pas assez de rémunération et de valorisation de leur travail également. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez raison. Les enseignantes puis les orthopédagogues dans la foulée aident vraiment des jeunes à se transformer pour le meilleur. Puis c'est certain que c'est une formation une profession parmi les plus exigeantes. Je pense qu'au fil des ans, il y a toujours eu une volonté de bonifier leurs conditions de travail. C'est certain que ça s'inscrit dans une perspective beaucoup plus large. Il y a eu des efforts de fait récemment, alors que le ministre a veillé à ce que la rémunération des nouveaux enseignants soit rehaussée. Mais ça, c'est toujours l'objet de négociations avec les syndicats des enseignants. Mais vraiment, c'est une profession qui est importante. Ça demande une formation spécifique. Effectivement, c'est un défi là, de voir comment pallier le manque d'enseignants au Québec, comme c'est le cas dans plusieurs autres disciplines. Donc, il y a des défis à relever, mais je pense que c'est important que les universités, en collaboration avec le milieu scolaire, continuent à maintenir des exigences élevées de formation, puis veillent à assurer une formation de la plus haute qualité possible, sachant maintenant les enseignantes qui s'inscrivent dans les programmes de formation en enseignement, contrairement à ce que c'était à l'époque quand moi j'ai étudié. Dès le début, on leur dit, maintenant, c'est vraiment un apprentissage de développement professionnel tout au long de la vie. Donc, on encourage aussi les futurs enseignants et les enseignants à s'inscrire dans une démarche de formation professionnelle continue, de façon justement à pouvoir toujours exercer leur rôle de façon optimale, puis avec un bon sentiment d'auto-efficacité personnelle. Oui. Alors, on se parlait, Mme Brodeur, évidemment, je le disais d'emblée, c'est la Fondation pour l'alphabétisation qui a mené cette étude, donc qui a mené la plupart de notre conversation. On a encore un petit peu de temps devant nous. Peut-être rappeler en 2 minutes quels sont les rouages de la Fondation, le rôle de la Fondation pour l'alphabétisation, parce que les gens peuvent avoir de l'information là, suite à la captation de cette conversation, la continuité de notre conversation. Là. Exactement, vous avez tout à fait raison. J'invite les gens à aller sur le site web de la Fondation pour l'alphabétisation. Ils vont découvrir l'ensemble des ressources disponibles, notamment Info Apprendre, Info Alpha, qui sont des ressources pour soutenir les adultes dans le développement de leurs compétences en littératie, puis au niveau du marché de l'emploi. Donc, ces lignes-là sont disponibles, c'est gratuit, c'est soutenu notamment par des fonds ministériels. Donc, j'invite vraiment la population à aller voir. À chaque année, il y a un spectacle annuel aussi de levée de fonds pour pouvoir justement aider à offrir ces services qui sont gratuits, qui est vraiment excellent avec Alexis Martin, notre collègue Normand Baillargeon et d'autres membres de l'équipe de la Fondation.
C'est vraiment un travail exceptionnel et sans oublier la fameuse lecture en cadeau, qui à chaque année permet d'une collecte de livres neufs pour offrir à des enfants en milieu défavorisé à la grandeur du Québec. Puis, il y a également Cuisimo qui a été développé puis utilisé notamment dans le cadre de la pandémie, où finalement, il y a sur le site de la Fondation des recettes que les familles ou des organismes peuvent faire avec les enfants, où on pratique à la fois comment apprendre à lire et comment apprendre à cuisiner. Bien, en tout cas, c'est à retenir. Tout est au bas de l'écran au moment de se parler. Madame Monique Brodeur, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça m'a fait plaisir. Bel été. Merci, vous aussi. Il y a une compagnie ici, en plein territoire lavallois, qui, on peut le dire, en tout cas sur le territoire québécois, est très innovatrice avec son emballage qui est compostable. Vous connaissez peut-être l'entreprise Gogo Quinoa pour ses produits, mais peut-être pas cette technologie qu'ils ont importée chez nous pour en faire vraiment quelque chose de super bon pour l'environnement. Et on va parler tout de suite avec celle qui est chimiste alimentaire et conseillère de la durabilité chez Gogo Quinoa ici en territoire lavallois. C'est Amanda Bravo-Mendoza. Merci d'être avec nous. Merci, enchantée. Enchantée. Comment est né ce projet-là, cette idée de prendre un emballage compostable pour les produits Gogo Quinoa? Comment c'est né chez vous? Bon, il y a eu tout un parcours, mais c'était un développement naturel. Disons que la compagnie est née à partir de faire le commerce équitable pour amener le quinoa de la Bolivie, puis avec des produits biologiques dont l'évolution de la compagnie était naturellement à l'air pour s'inquiéter pour l'environnement. Donc, moi, de toute ma naissance, presque toute ma vie, j'étais vraiment très concernée pour l'environnement. Avec ces valeurs vertes. Oui, ouais. Donc avec ces valeurs vertes, moi, je me suis mis dans la position de faire l'achat de nos emballages. Et en ce moment-là, je me suis dit, alors, je ne peux pas vivre avec la conscience d'acheter de plus de plastique qui va polluer l'environnement. On va chercher des alternatives. Donc, je proposais ça à l'équipe, à la direction. Finalement, nos fondateurs ont bien accepté cette idée. Puis, on a mené toute une recherche pour vraiment valider comment on peut le faire et aussi est-ce que c'est abordable. Parce que toujours, ce n'est pas évident. En étant une petite compagnie, si les plus grosses ne le font pas encore ou ils disent on va le faire d'ici 2025, pour nous, le faire, c'était un gros défi, mais quand même, on a réussi. Puis on est fiers vraiment en étant une compagnie québécoise qui puisse être des premières à en avoir des films compostables aussi. Exact. Donc, de quoi il fait l'emballage compostable pour qu'il soit, je pense, parce que ça réduit le plastique de 70 % je crois. Là. C'est beaucoup plus que ça. Ah, c'est plus que ça? Oui. Okay. Il y en a plus de plastique dedans. Du tout. Okay. Il y a de différents matériaux. Celui qu'on a choisi, c'est certifié OK Compost à la maison. Ça veut dire vraiment que c'est fait d'une façon complètement naturelle à base de fibres de bois. Ces matières de bois, ça vient d'une forêt durable. Ça veut dire ils sont certifiés Forest Stewardship Council. Okay. Donc, avec ces certifications, on s'assure aussi qu'on ne va pas juste détruire la forêt. Ils vont reboiser. Ils vont reboiser, régénérer d'autres arbres. Et fait partie d'une économie circulaire, un modèle d'économie circulaire. Alors, ce qu'on va faire vraiment, c'est quand on va utiliser le film qui est compostable et les mettre dans les déchets, on peut le mettre dans nos composts à nous, à la maison, pas nécessairement dans les bacs bruns, parce que pour l'instant, nos services ne le permettent pas. Mais j'espère qu'un jour, le gouvernement il pourra aussi avoir des installations et l'infrastructure pour les traiter comme il faut. OK. Et donc, c'est fait à partir de fibres de bois. Oui. Et justement, est-ce que sur le... Parce que, tu sais, évidemment, ça emballe des produits. Pour protéger. Pour protéger, d'en garder la fraîcheur, naturellement. Exactement. Et bon, le bon état, que ce soit encore sain à pouvoir manger, que ce soit comestible. Et est-ce que ça a un impact aussi même sur je pose la question tout bonnement comme ça, mais sur le goût, peut-être, sur la fraîcheur? Ou est-ce que ça améliore? Ou...
Ça améliore seulement le fait qu'il est mieux pour l'environnement, OK. mais il n'y a aucune différence. Par contre, il y a eu beaucoup de challenges en termes techniques pour la production. Il a fallu vraiment qu'on ajuste les machines pour avoir différentes températures, différentes vitesses. Finalement, on a sacrifié notre profitabilité, pas nécessairement juste à cause du coût des matériaux, mais aussi à cause de la vitesse de production. Par contre, on a la compréhension et la valeur pour l'environnement et la nature qu'il faut faire quelque chose. C'est la responsabilité de l'industrie. C'est une responsabilité corporative, d'être un bon citoyen corporatif. Souvent, c'est ce qu'on évoque dans les conversations. Est-ce que vous savez si votre innovation a fait des petits... en ce sens, ou est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui, dans votre même domaine alimentaire, ont appelé pour avoir de l'information, sont tentés d'aller de l'avant par votre innovation puis par ce que vous avez mis de l'avant, justement? Oui. Jusqu'à date, personne ne nous a contactés encore. Par contre, c'était moi qui contactais d'autres compagnies déjà avant pour comprendre comment on puisse faire cette transformation. Puis, la plupart des gens sont toujours tous ouverts à partager ces informations parce que nous qui on est inquiètes pour la planète, on veut vraiment élargir l'impact. Donc, je sais par contre qu'il y a une compagnie, je pense qu'ils sont à l'ouest du Canada, ils ont développé des snacks, ils s'appellent Humble Potatoes ou something like that. Puis, eux, leur emballage, c'est compostable 100% aussi. OK. Donc, c'est vraiment un gros challenge en termes de la technologie parce que ça casse les matériaux parfois. Mais on est tous inquiets pour ça, puis il faut l'amener à plus large échelle. Et est-ce que vous avez vu aussi, parce que je crois que de plus en plus les gens veulent savoir ce qu'ils mangent, on parle beaucoup de traçabilité alimentaire. Il y a aussi l'achat local. Il y a eu un retour avec la pandémie. Les gens ont beaucoup mangé québécois ou canadien. Et est-ce que, justement, vous avez découvert aussi que dans votre virage vert, encore plus vert qu'il ne l'était au départ, que les gens ont... Ça a été un incitatif de plus aussi pour vous choisir avec peut-être une augmentation du volume de vos ventes? Parce que souvent, de plus en plus, les entreprises qui se tournent vers le développement durable... moi, en tout cas, personnellement, je me tourne davantage vers ces entreprises-là lorsqu'il est question de faire un choix entre deux entreprises qui offrent le même produit. Est-ce que vous avez vu aussi chez le consommateur disons, un contentement, une appréciation de votre démarche? Oui, on reçoit juste des commentaires parmi nos clientes et ça, c'est vraiment apprécié. Je trouve vraiment une évolution pendant ces dernières 4 années. Dès qu'on avait proposé cette idée jusqu'à l'amener à la réalité, les gens sont bien appréciés. Les commentaires sont bons. Les commentaires sont bons. Je dirais pas nécessairement ça s'est réfléchi directement dans les ventes jusqu'à date, mais aussi il nous faut faire cet effort de faire la communication de nos démarches. Puis c'est vraiment à vos points. C'est le moment que nous, les consommateurs, devrons nous questionner. Est-ce que je veux mettre mes dollars avec toutes ces augmentations de prix dans une compagnie qui va continuer à détruire la planète ou celui qui vont essayer de l'améliorer? Exactement. Donc, c'est important. Parce que souvent, on pointe du doigt les entreprises, justement, en disant qu'elles polluent, mais en même temps, en tant que citoyen, il faut aussi que nous, on fasse nos choix également éclairés. Puis je pense que déjà, si on choisit ceux qui sont des bons citoyens corporatifs, comme visiblement vous l'êtes, bien, je pense que déjà, c'est un bon pas dans la bonne direction, mais déjà, nous aussi, on peut avoir une incidence dans le choix aussi que vont faire les entreprises par la suite. Exactement. Et il faut vraiment penser pas que je suis juste toute seule, moi, je ne peux pas changer le monde. Non. Mais chaque jour, dans mon domaine, comment je peux contribuer à ne pas être partie du problème, mais de la solution. Oui. Donc, on peut changer le monde une barre à la fois. Oui. Avec les barres... Et les biscuits. Oui, les biscuits, exactement, avec un emballage, une barre à la fois. Hey, merci beaucoup, ça a été très charmant de vous recevoir. Puis bravo pour votre innovation, finalement, en entreprise. Madame Amanda, bravo. Mendoza, merci beaucoup d'être passée. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Nicolas Vincent Poirier, salut. Salut, Alex. Top Gun Maverick, premièrement. Par la suite, on parlera de Jurassic World, qui est arrivé au cinéma depuis quelques jours. Mais quand même, Top Gun Maverick, qu'en as-tu pensé? Ta critique?
Écoute, c'est un peu comme le premier film. Le premier film, je ne l'avais pas tant apprécié que ça. Est-ce que c'est un mauvais film? Absolument pas. C'est juste que c'est pas dans mes cordes, disons. Et le deuxième, je sais pas, je m'attendais à quelque chose. Là, parce que là, là, ça a été tourné avec des caméras IMAX. Et là, Tom Cruise est au meilleur de sa forme depuis des années. Et puis, bon, avec un budget massif aussi pour faire ce film-là. Donc, j'avais beaucoup d'attentes. Et les critiques aussi, on entendait parler, là, les gens qui l'avaient vu en premier, comme à quel point c'était « wow », c'était excellent. Et j'ai comme été un petit peu déçu parce qu'en bout de ligne, pour moi, ça ressemble beaucoup au premier. Tu me fais de la peine. Tu me fais de la peine. Moi, je l'ai adoré en plus. Oui, c'est pas compliqué, hein? Tous ceux qui ont aimé le premier film risquent de beaucoup aimer le deuxième. C'est un peu un copier-coller. Je vais pas embarquer dans les détails, mais les éléments du premier sont à peu près les mêmes que dans le deuxième. T'es un peu de mauvaise foi, là. T'es un peu de mauvaise foi. Je trouve que c'est pas pareil quand même. Ah non, il y a des éléments. Éléments, Alex, puis je veux pas embarquer dans les détails parce que je veux pas spoiler rien. Mais quand même, c'est sûr qu'on joue de nostalgie, c'est sûr. On ramène d'ailleurs des extraits du premier film pour guider la trame narrative dans le deuxième film, mais je trouve que c'est justifié. Puis ce qu'on choisit de ramener ou de faire comme clin d'œil sert bien, je trouve, l'intrigue. Puis en même temps, tu as raison, c'est prévisible ce qui va devenir. On s'y attend, mais en même temps, c'est un film qui, en quelque sorte, est un peu réconfortant. Tu trouves pas? Je trouve que c'est un film qui fait du bien en même temps, qui nous fait rire, qui je trouve, touchant, qui alimente, c'est sûr, la nostalgie, mais c'est ça aussi que tu t'attends en allant voir ce film-là, je trouve. C'est ni plus ni moins. Écoute, là-dessus, pour ce qui est de la nostalgie, là, inquiète-toi pas. Si t'aimes ça, la nostalgie Top Gun, tu vas en avoir d'autres, je te le garantis. Écoute, avec un budget de 152 millions de dollars, le film, dans sa première fin de semaine, 321 millions de dollars au box-office international. Écoute, c'est la plus grosse sortie pour un film de Tom Cruise dans sa carrière, dans sa première fin de semaine. Ouais. Ça fait que je suis pas mal sûr. Est-ce qu'il va en avoir d'autres? Il n'y a rien qui a été annoncé, mais ça ne m'étonnerait pas. Et une autre affaire aussi, c'est que ce film-là, il ne faut pas oublier, c'est une grosse publicité pour l'armée américaine. J'ai rien contre ça, il n'y a pas de problème, parce qu'encore une fois, j'ai adoré Iron Man. Il y a aussi un... Mais, tu vois, ce film-là, pour cette ampleur-là, admettons, parce que l'armée, disons qu'elle a pas mal aidé le film, là, parce que sans avion, elle ne peut pas vraiment faire ce film-là. L'armée contrôle le scénario, que ce soit la dernière version du scénario ou la dernière version du film, avant qu'il soit présenté en salle. Donc, évidemment, tu regardes le film, c'est qui les méchants là-dedans? On ne sait pas trop. Là. C'est des gens qui sont tous habillés en noir dans leurs avions. Et pourquoi exactement? C'est un peu vague. On a quelque chose à détruire parce que c'est ça qu'il faut. Les méchants, on les entend jamais parler parce qu'en même temps, si on saurait c'est qui exactement, c'est comme ça serait pas très bien vu, disons, de pointer du doigt un certain pays. Et après ça, d'un autre côté, eh bien, il faut qu'il y ait un gros sentiment de camaraderie au sein de ces gens-là, parce qu'oublie pas que c'est un outil de recrutement, ce film-là. Donc, les gens, ils sont tous, tu sais, il y a un gros sentiment de camaraderie. Et s'il y a un méchant dans la gang, un peu comme dans le premier film, inquiète-toi pas qu'il va devenir gentil à la fin, parce que c'est une équipe, ils sont là pour s'aider, ils sont tissés serrés, puis tout ce qui vient avec. Mais c'est sûr je comprends ce que tu dis, puis en même temps, tu sais, quand on fait le parallèle entre les deux films, la scène lorsqu'il joue au football sur la plage versus lorsqu'il joue au volleyball dans le premier film, Iceman versus justement Maverick dans le premier film. Après ça, tu le vois dans le nouveau Eggman avec Rooster. On dit des choses, les gens vont comprendre en allant le visionner, mais il y a ces petites guerres-là, des conflits de personnalité. C'est sûr que je comprends quand même ce que tu veux dire avec le fait qu'il y a du copier-coller ou un parallèle qui peut se faire, mais c'est sûr que les ingrédients ont été forts dans le premier, puis on reprend un peu les mêmes, mais version plus moderne dans le 2022. Mais en même temps, je veux juste aussi t'amener sur la réussite au box-office que tu as évoqué un petit peu plus tôt de Tom Cruise. Ce que, au moins, ça me dit, c'est que la relance des salles, pleine capacité, les gens n'ont aucune crainte à se retrouver au cinéma. Et ça, c'est heureux pour nos cinémas au Québec, mais pour les cinémas aussi, puis le fait qu'on va pouvoir continuer aussi à développer des films en salle également. Ça, tu as très raison, Alex. Ça, c'est une très belle réussite, c'est une très belle nouvelle.
Mais aussi, je pense que les cinémas s'en vont dans cette direction-là. Ça va être des gros blockbusters que même avec une énorme télé, on ne pourrait pas reproduire la sensation d'être au cinéma. Tu as évoqué un peu plus tôt la scène sur la plage. Oui. Écoute, pour ce film-ci, pour le deuxième Top Gun, les acteurs avaient beaucoup de pression quand c'est le temps de recréer cette scène-là et ils se sont entraînés comme des malades, semblerait-il, des journées avant de tourner cette scène-là. Ils l'ont tournée et devine quoi? Finalement, c'était pas exactement ce qu'ils voulaient. Ils ont tourné après. Donc, pendant un certain temps, là, ils se sont entraînés comme des malades pour être au top de leur shape pour ça. Ah oui? T'sais? Oui. Mais juste pour se montrer en chess. Oui, parce que, bon, il y avait de la pression. Parce qu'encore une fois, on recrée beaucoup d'éléments du premier. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce qu'on le voit bien, la nostalgie paye. Disons que c'est pas mon genre de nostalgie. Moi, quand j'ai vu la bande-annonce de la série Willow qui s'en vient, ça a créé de la nostalgie chez moi. Ça, c'est quelque chose que j'ai hâte, parce que j'ai adoré le premier, tout comme j'ai aimé les Freddy quand j'étais jeune. Et c'est comme ça, je suis sûr, pour tous les enfants qui vont adorer les Freddy. Hey, d'ailleurs, parlant de choses effrayantes, peut-être pour des jeunes enfants, des dinosaures, ça peut des fois l'être. Puis il nous reste 4 minutes. Jurassic World qui est sorti, Jurassic World Dominion depuis ce vendredi. Est-ce que c'est la fin de l'ère? Parce qu'on voit des acteurs du premier film, on en voit de différentes générations. Et là, est-ce qu'on ferme la boucle un peu de quelque façon avec celui-là, Jurassic World, pour peut-être par la suite revenir avec d'autres Jurassic? Écoute, c'est pas un film que j'ai vu pour l'instant parce qu'au moment où on fait cette chronique-là, le film n'est pas encore sorti. Mais ce qui est important de mentionner, c'est que est-ce que ça va boucler la boucle? Non, absolument pas, ça va continuer. Mais ça va boucler la boucle de cette trilogie-ci. Et ce film-ci, le troisième de la série, c'est ce qu'on appelle un legacy sequel. Qu'est-ce que c'est? C'est quand on prend des personnages d'une autre époque qui ont été dans la franchise avant, c'est-à-dire Jeff Goldblum, Sam Neill et Laura Dern, et on les fait venir dans ce volet-ci avec Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, et dans celui-ci, les dinosaures cohabitent avec les humains. Et je te dirais que moi, c'est une franchise ça fait longtemps que pour moi, elle est essoufflée. Là, tu regardes la première trilogie, le premier et le deuxième se suivaient un petit peu, oui, mais rendu au troisième, c'était vraiment... Ça allait dans une toute autre direction qui n'avait pas vraiment de lien avec ce qu'on avait vu avant, à mon avis. Et maintenant, le réalisateur de ce film-ci, Colin Trevorrow, qui est le scénariste des 3 derniers de cette trilogie-ci, lui, il est persuadé que, on peut amener cette franchise-là dans une autre direction et je te dirais que c'est ce qui va arriver tant et aussi longtemps que l'argent est au rendez-vous. Écoute, le premier film avait coûté... Sais-tu combien le premier avait coûté en 93? Vas-y. 63 millions de dollars. C'était astronomique pour cette époque-là. Là. On avait rapporté un peu plus d'1 milliard. Fou. Quand même. Et tu vois... Celui-ci, on parle de, mon Dieu, 165 millions de dollars, ce qui est quand même... c'est un petit 100 millions de plus. Mais c'est pas tant que ça de plus quand tu dis... Non, mais je veux dire, oui, c'est beaucoup plus, mais en même temps, je veux dire, je me dis de 93 à 2022, il y a plus que 25 ans et il y a presque 30 ans. Donc, je me dis, c'est pas tant que ça de plus comme budget, mais la franchise qui est encore aussi payante, la franchise 30 ans plus tard, là. Ah oui, tout à fait. Mais ce qu'il ne faut pas oublier dans ce temps-là, c'est qu'en 93, ça avait révolutionné les effets spéciaux. Il y a beaucoup d'effets spéciaux, un peu comme Terminator 2, qui ont été développés pour ce film-ci. Et c'est ce qui a grandement fait améliorer le CGI, ce qu'on appelle le Computer Generated Image, toutes les images par ordinateur. Donc, ça coûte cher quand tu crées et tu développes une nouvelle technologie pour un film. Donc, 63 millions de dollars, c'est quand même... c'était très cher pour l'époque, là. Exactement. En tout cas, on verra ça à l'écran. C'est donc disponible depuis quelques jours, ce film-là, au moment de se parler. Alors, Jurassic World Dominion, on saura faire la critique pour notre dernière de la saison, qui sera la semaine prochaine, mon cher. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas. Merci, Alex. On court vers l'extinction de notre espèce. Non seulement on ne domine pas la nature,
mais on y est soumis. Je vous remercie d'avoir été là. Ça a été un grand plaisir de vous savoir à l'écoute. Vous pouvez en tout temps communiquer avec nous, faire part de vos commentaires, de vos suggestions, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde à cette émission, très simplement sur le tvrl.ca, notre page Facebook également, qui est disponible en tout temps pour vous. Et je veux remercier des artisans de l'ombre, soit Alain à la réalisation, il y a Manon à la recherche, Daniel à la caméra, et Jacques également, qui fait tout un boulot aussi à la caméra à chaque semaine. Je vous incite à vous procurer votre carte pour le Bingo TV Laval qui est tous les dimanches 9h30. Cette semaine, 3 500 $ à gagner, dont 2 500 $ pour la carte pleine. Alors, je vous dis à une prochaine. À bientôt.